On verra, on verra. Eh bien, bonjour. Donc, on va parler un petit peu de Copper Access. Copper Access qui est notre suite logistique, logiciel de contrôle d'accès. Donc, vous pourrez le voir en démonstration sur la table qui est juste à côté. Ah oui, c'est moi qui gère. Voilà. On va commencer par regarder un petit peu les usages de ce contrôle d'accès en mobilité. Et puis, voir un petit peu l'état de l'art, comment on fait aujourd'hui, comment on faisait avant Copper Access, comment on fera demain, pour pouvoir utiliser les terminaux de contrôle d'accès en mobilité. L'idée, ça va être de vous montrer un petit peu notre application et de vous parler des packages qui seront à votre disposition et que vous pourrez acheter et approvisionner. Donc, la mobilité pour Copernic, c'est bien entendu du terminal Durci tel qu'on vous l'a montré et de l'identification. Je vais vous passer celle-là, sauf pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. C'est la petite vidéo de contrôle d'accès que vous avez vue ce matin. Raté. Voilà. Que fait-on comme usage avec ces terminaux mobiles? On fait de l'accès au transport. Donc, par exemple, on équipe des navettes d'industriels qui amènent leurs salariés, leurs sous-traitants. Je pense à Airbus, je pense au CEA, je pense à Lyon-Delbasel. Et ça permet de badger les gens soit à l'entrée du bus ou de la navette pour s'assurer qu'ils ont le droit de rentrer et pour faire des statistiques d'utilisation des lignes, tout bêtement, soit à l'entrée des sites. Et du coup, l'agent de sécurité va rentrer, va badger tout le monde. Vous gagnez un temps pas possible le matin. Il transfère tout au site central et vos personnes sont considérées comme entrantes dans le site. On utilise de plus en plus le covoiturage. Le covoiturage, souvent, vous avez un badge physique qui est côté conducteur. Et que font vos passagers? Ils descendent, ils vont passer les portillons. Vous allez les attendre de l'autre côté. Et le matin, quand vous avez 5000 personnes sur le site, vous créez des bouchons importants. Un autre usage du contrôle d'accès en mobilité, c'est l'évacuation d'urgence. Comment se pratique l'évacuation d'urgence aujourd'hui? Pour beaucoup de sociétés, avec un papier et un crayon. Et pour d'autres, on a câblé des lecteurs fixes au point d'évacuation d'urgence. Ça pose deux problèmes. Un, si jamais le système informatique n'est plus opérationnel, le lecteur fixe ne fonctionnera pas. Et le second problème, c'est si jamais vous avez besoin de changer votre plan d'évacuation, votre plan physique, vous allez faire de la VRD, vous allez faire des travaux, c'est pas facile et c'est difficile à faire. Là, avec un ou plusieurs lecteurs, vous pouvez avoir l'état de l'art de la base de données au moment où l'événement s'est produit, même si c'est complètement en mode offline parce que le centre informatique a sauté, j'en sais rien. Vous prenez vos terminaux, vous allez sur le ou les points et vous pouvez tout badger en mode offline. Vous pouvez vous retrouver au PC de sécurité et consolider vos données. Contrôler les portes, gérer les portes et les accès, c'est la base du contrôle d'accès. Donc, on peut imaginer effectivement des portes qui seraient en panne, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, vous faites un événement, vous faites quelque chose dans un endroit qui n'est pas câblé, vous pourrez vérifier l'accès ou même simplement compter les personnes qui seront à l'intérieur de votre site. Les accès aux sites distants ou provisoires, vous faites un chantier, vous faites un événement à l'extérieur, faire du câblage, faire de l'électricité, etc. C'est compliqué. En quelques minutes, en quelques opérations, vous pouvez déployer et prolonger votre système de contrôle d'accès ou créer votre système de contrôle d'accès directement. Nos systèmes, on le verra un petit peu plus tard, fonctionnent en mode offline, c'est-à-dire que vous pouvez juste télécharger les badges des personnes autorisées sans qu'il n'y ait un logiciel de contrôle d'accès associé, ou alors vous vous connectez à un logiciel existant et vous récupérez les badges existants. Les inspections itinérantes sont beaucoup utilisées. On parlait ce matin des sites étendus comme les oil and gas, comme
les aéroports, comme les sites du CEA. Vous avez des zones extérieures très étendues, ou même en intérieur, et vous voulez faire du contrôle à la volée. En extérieur, ça se comprend. Est-ce que vous avez vraiment le droit d'être là où vous êtes? En intérieur, on ne se le cache pas. Vous n'avez pas accès à une zone. Vous allez voir votre collègue pour qu'il vous prête son badge et vous rentrez dans la zone. Donc, pour aller vérifier si vous êtes vraiment autorisé, il y a des contrôles inopinés à la volée qui se font. Quant à la gestion des événements spéciaux et des séminaires, vous avez une formation à organiser, un événement comme celui-ci, dans un hôtel, peu importe, et vous voulez prolonger votre contrôle d'accès physique. Les gens de votre société ou vos visiteurs qui ont été dûment enregistrés, vous pouvez aller les contrôler dans un bâtiment à plusieurs kilomètres de là. Peu importe. Voilà. Les usages du contrôle d'accès mobile sont très nombreux et ils sont encore à inventer parce que la technologie nous offre de plus en plus de possibilités et on ne les a pas encore tous vérifiés. J'ai fait un petit focus sur l'évacuation d'urgence. Je ne sais pas si ça me passe ou pas. Ça n'a pas l'air. Voilà. Là, c'est l'application qui est intégrée au Security Center de Genetec. Donc, en fait, vous vous positionnez sur un point d'évacuation. Le Security Center lance l'événement de mustering et vous badgez. Et du coup, vous récupérez sur votre terminal l'état consolidé des personnes présentes ou pas, des personnes en sécurité, quel que soit le nombre de terminaux que vous avez répartis sur le site. Cette application-là fonctionne en mode online. On verra que dans Copper Access, on vous la propose aussi en mode offline, dans le cas où le système informatique n'est plus opérationnel. Oups. Ici, c'est un focus sur les transports privés, les navettes. Donc, on propose aussi des back-ends sur lesquels, quand les personnes vont aller taguer leur badge parce qu'ils rentrent dans la navette, elles sont enregistrées, on peut les localiser, les géolocaliser. Et c'est aussi comme ça qu'on peut décider à l'entrée du site de dire le bus est passé l'entrée du site, on va balancer tous les tags que l'on a lus dans le contrôle d'accès pour dire je suis à l'intérieur du site. Comment ça se passe le contrôle d'accès mobile aujourd'hui? Donc, on a des clients. C'est la première chose à voir, hein, c'est des clients. J'en ai cité quelques-uns ici, CEA, Airbus, Yandel Basel. On a des éditeurs de solutions de contrôle d'accès, NEDA, PAMAC, Taiko, Elsilog, Euroquartz, Genetec, vous vous reconnaîtrez. Et on communique ensemble ou pas. On n'est pas connecté à tous ces plateformes de contrôle d'accès. Quand on n'est pas connecté, on passe par des plateformes tierces, des éditeurs d'applications mobiles. J'ai cité Alutel, MOPS ou Telearis. Et ces plateformes intermédiaires vont faire le lien, déjà vont vous proposer une application mobile et vont faire le lien avec le contrôle d'accès. Là, quand j'ai dit ça, pour ceux qui ont des services informatiques, je vois déjà les cheveux qui se hérissent sur la tête en disant une plateforme de plus, un élément de plus, de la complexité, c'est pas bien facile. Donc c'est un peu ce qui nous a drivé pour changer ça. Donc, où vous êtes un éditeur de solutions de contrôle d'accès et vous-même, vous avez développé sur nos terminaux votre propre application, et dans ces cas-là, Copper Access ne vous servira pas dans l'immédiat, ou vous êtes un intégrateur et vous n'avez pas d'application qui vous est fournie pour vous connecter à votre plateforme de contrôle d'accès, ou alors les modèles que vous avez eus ne répondent pas à votre besoin parce que vous devez passer par une de ces plateformes tierces. Donc Copernic va vous fournir le device et l'application qui va répondre à la plupart des besoins de contrôle d'accès. On développe cette application nous-mêmes, donc on peut l'adapter à vos propres besoins si jamais ça ne répondait pas d'ores et déjà et si vous aviez des spécificités
Ça s'étudie. Nos équipes de développement, dont vous pouvez rencontrer quelques personnes ici, sont là pour ça. Et on adapte notre suite logicielle. Ce qui est important aussi, c'est qu'avec Open Access, vous pouvez déployer un projet de contrôle d'accès mobile très rapidement. L'utilisation est simplissime. On peut procéder par des échanges de fichiers avant même de mettre une communication online en place. Et donc, en quelques jours, semaines, on déploie complètement un système de contrôle d'accès mobile, ce qui permet également de tester l'acceptabilité par l'utilisateur, de voir ce qu'on peut améliorer dans les process, etc. Donc, le déploiement est rapide. Hop. Hop là. Alors oui, dans ce que je vous ferai passer la présentation, on a des choses qui sont d'ores et déjà, on en est à la version 1.7 qui sera livrée demain, parce qu'on n'a pas voulu la livrer aujourd'hui, on s'est dit quand même, gardons l'ancienne. Il y a des choses qui sont d'ores et déjà en développement pour la prochaine version et des choses qui sont juste dans notre roadmap, mais qui seront développées cette année. Les 3 fonctions principales que vous trouverez dans cette application, c'est le contrôle d'accès, simuler une porte, se connecter à une UTL et faire de l'entrée-sortie à une porte. C'est faire du contrôle à la volée et c'est faire de l'évacuation d'urgence. Dans un premier temps, l'application, le moyen le plus simple de s'en servir, c'est de l'utiliser en mode offline. Le mode offline signifie que vous allez uploader sur le terminal les données de badge, de zone, les photos et les données biographiques des personnes ou de la population que vous souhaitez contrôler. Ces données sont téléchargées de manière sécurisée par différents moyens. Ça peut être en mode automatique à partir d'un serveur FTP. Vous pouvez les pousser sur le terminal. Vous pouvez aller les rechercher manuellement. Et vous pouvez faire un import, même si c'est sur le serveur FTP, à la demande. Typiquement, vous allez partir en mission pour aller faire un contrôle à la volée dans une zone. Vous allez demander une mise à jour immédiate et automatique de la base et vous partez avec votre terminal sous le bras pour aller faire votre contrôle. Lorsque vous reviendrez de votre contrôle, tous les logs et toutes les opérations qui auront été faites seront retransmis sur le serveur pour exploitation. Le mode online, ça va dépendre du contrôle d'accès auquel vous voulez vous connecter. Actuellement, on se connecte avec iOS de NetApp et la connexion avec le Security Center de Genetec fonctionne pour l'évacuation d'urgence et il y a d'autres choses qui sont déjà bien engagées. Quoi qu'il en soit, même si on fait du online, le serveur ne nous donnera que l'autorisation de dire oui ou non, la personne est autorisée. Toutes les données, photos, biographiques, etc. sont stockées en local sur le terminal dans la base sécurisée. Donc elles auront été importées auparavant. L'application gère des profils, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne qui va se loguer sur le terminal, les droits d'accès seront différents. Vous pourrez avoir des opérateurs, vous pourrez avoir des administrateurs, et l'opérateur aura différents profils pour avoir accès aux fonctions spécifiquement auxquelles il aura droit. Donc, toutes les opérations qui seront faites à partir du terminal seront affectées à un opérateur et seront loguées avec l'opérateur. Quand vous rentrez dans l'application, vous avez ces 3 fonctions-là, le contrôle d'accès, l'import de données et les paramétrages de l'application, sachant que l'évacuation d'urgence est en cours d'implémentation. C'est un terminal mobile, donc la première chose qu'il faut qu'on lui dise, enfin déjà c'est s'il fonctionne en mode online ou offline, mais ensuite ce qu'il faut qu'on lui dise c'est où il se trouve. Je suis dans les bureaux, je suis sur le rooftop, je suis en train de faire des entrées et des sorties, ou alors je suis en train de faire du contrôle à la volée. Et comme chacun est différent, chaque projet est différent, on a proposé une dizaine de champs personnalisables que vous choisirez d'afficher ou pas, et qui seront ceux que vous décidez qu'ils soient.
en fonction des données que vous avez importées. Donc d'un projet à l'autre, sans faire aucune modification à l'application, vous pourrez afficher, par exemple, la date de fin de l'habilitation électrique de la personne, parce que son badge peut être valide, mais il peut être dans une zone d'électricité où il n'a plus l'habilitation, ou vous pouvez faire afficher le département auquel il appartient ou la société de sous-traitance à laquelle il appartient. Et ensuite, vous partez en mission et vous avez quasiment terminé. Vous n'avez plus qu'à badger. Donc, une petite symbologie pour vous dire si vous êtes en cours de badgeage ou pas, en mode connecté ou pas. Les résultats d'un contrôle, c'est assez simple, où votre accès est refusé parce que c'est la première image, on ne vous a pas trouvé dans la base, votre badge n'est pas reconnu, donc on ne sait pas quoi vous dire. Votre accès peut être autorisé, et ensuite, pour certaines raisons, là, c'est la validité du badge qui est expirée, mais ça peut être, vous n'avez pas le droit d'accès à cette zone, vous n'avez pas le droit d'entrer ou vous n'avez pas le droit de sortir. Vous avez des symbologies qui sont très claires pour l'utilisateur. La formation pour utiliser cette application, c'est 1 minute. C'est vraiment très ergonomique. Maintenant, l'accès est refusé, mais la personne à qui vous venez de refuser l'accès est accompagnée par le directeur général du site. Peut-être qu'on ne va pas le laisser à la porte et qu'on va quand même le laisser rentrer. Ce cas-là est prévu et vous pouvez... Overwriter, vous pouvez changer le statut et donc le passer à autoriser en mettant un commentaire qui sera récupéré dans les logs et vous verrez dans les logs que vous avez bypassé pour ce contrôle-là le résultat par défaut de la lecture du badge. Hop, plap, 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 plap. Voilà. On vous demande de valider 2 fois les choses pour être bien sûr que c'est bien ce que vous voulez faire, parce que quand même le contrôle d'accès c'est sensible, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Une fois que vous avez fini votre mission, ce qui est quand même intéressant, c'est de récupérer les logs et de savoir ce que vous avez pu faire ou ce que l'opérateur logué sur le terminal a pu faire. Et donc ces logs sont exportés automatiquement sur le serveur FTP si celui-ci est défini, et sinon vous connectez, vous accédez au terminal par le mode qui vous souhaitez, que ce soit de l'USB, de l'Ethernet, du Wi-Fi, enfin, libre à vous. Et si jamais vous avez eu des cas qui ont été surchargés, donc qui ont été refusés alors qu'à l'origine il était autorisé, vous aurez la raison qui sera transmise dans les logs. Là, typiquement, la photo ne correspond pas au porteur du badge, l'accès lui a été refusé. L'importation des données, vous avez 3 moyens d'importer les données quand vous êtes en mode offline. À partir du moment où vous avez du réseau, où vous posez votre terminal sur sa station d'accueil et où vous avez configuré le serveur FTP, sur un intervalle de temps que vous avez vous-même configuré, il ira chercher les données sur le serveur et les importera automatiquement en tâche de fond sans que vous n'ayez rien à faire. Lorsque vous faites une évacuation d'urgence, même si vous ne faites pas de lecture de la base de données au moment de partir, parce que c'est un peu la panique, vous avez la dernière image de la base qui est chargée sur le terminal. Maintenant, l'import depuis le serveur, c'est un bouton, donc là, vous le forcez. Avant de partir dans votre évacuation d'urgence, vous pouvez le forcer. Et enfin, vous pouvez faire un import local, c'est-à-dire vous avez déposé un fichier, un ensemble de fichiers nécessaires sur le terminal localement, et vous allez les lire parce que le serveur FTP ne vous intéressait pas. Le fichier pour l'import automatique non trouvé, les fichiers que vous allez déposer, ils vont être déposés dans un répertoire spécifique, celui de l'application. Une fois qu'ils auront été lus, ils vont être effacés, parce que chez nous, ils vont être cryptés, les données vont être sécurisées. Donc on efface le fichier à plat qui a servi à l'import. Mais on vous donne l'opportunité d'aller chercher un fichier zip qui contient l'ensemble de ces fichiers manuellement en naviguant sur le répertoire du terminal.
Vous avez un rapport d'importation qui va vous dire si les choses se sont bien passées ou pas. Et vous pourrez voir les détails de cette importation. Entre autres, ici, j'ai bien importé 14 personnes et 14 photos le 22/6. Comme quoi, j'ai fait ma présentation il y a très longtemps. Pas au dernier moment, c'est ça qui est bien. Les différents paramètres que l'on peut avoir sont le séparateur, parce que entre nous, Européens, et les Américains, par exemple, on n'utilise pas les mêmes séparateurs CSV, la définition du FTP et un certain nombre de paramètres. L'import automatique peut être désactivé et on peut paramétrer sa fréquence. J'ai un problème, moi, avec cette commande. Hein. Non ? Ouais. On n'est pas très copines, mais c'est pas grave. Le Copper Access fonctionne sur tous nos terminaux de la gamme Access et Access Extended Range. Que ce soit, et là, dans un contrôle d'accès mobile, il vous faudra choisir le bon terminal adapté à la technologie de badge de votre projet. Donc on vous propose tout cela. Le premier, l'AccessER ASK, typiquement, si vous, comme ça, brûle pour point, vous me dites j'ai besoin de faire du MyFair, du Desfire EV1, EV2 avec des clés spécifiques de sécurisation, on vous proposera celui-là. L'Access, je l'ai appelé HID, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment son nom, mais au moins on se comprend, qui est basé sur du CK Mini de HID et qui va vous permettre de lire les badges virtuels d'HID ou de lire du iClass, du Prox et tous les protocoles supportés. L'AccessER FAP30, vous pouvez mixer de la biométrie avec de la lecture NFC de MyFair ou de Sphere classique. Et l'Access STID qui va vous permettre de la cohérence dans votre système de contrôle d'accès si vous utilisez des lecteurs Muro STID et de pouvoir configurer le lecteur mobile exactement de la même manière que vous configurez vos lecteurs Muro. Pour l'opérateur, pour la personne en charge du contrôle d'accès, ça sera quand même une facilité d'utilisation. Bien sûr, si vous avez des questions particulières sur les protocoles, la liste des protocoles et puis étudier votre projet, on le fait ensemble. Et pas que avec moi, hein, avec mes binômes techniques. Et on trouvera le meilleur appareil pour vous. Bon, je ne sais pas si j'ai loupé une slide ou pas. Copernic, c'est des terminaux, c'est une application, mais pas que. C'est aussi du service qui vont avec. La masterisation du terminal, par exemple, quand on vous livre le terminal avec l'application, on configure en fonction de votre projet, de votre besoin. On garde ce qu'on appelle cette masterisation bien au chaud. Et on vous assure que si vous faites du réassort sur ce projet ou si vous avez un terminal qui revient en réparation, quand vous le recevrez, quand votre client le recevra, il sera configuré à l'identique de ce qu'a été votre première commande. Et vous pouvez livrer du terminal ready to use à votre client. Le support et la maintenance, on en a parlé ce matin, je fais un petit rappel. Avec des contraintes de maintenance, on a des engagements de traiter les tickets de support en 2 heures et les réparations en 3 jours ouvrés, hors transport, qu'on fait actuellement en 1,5. J'ai cru comprendre qu'on était monté à 1,8 ou 1,7, voilà. Enfin, en moins de 2 jours, on gère et on répare le terminal. La gestion des terminaux mobiles, je crois que c'est juste après. Donc, Johan va vous expliquer ça bien en détail. Alors, oui, c'est important de gérer ces terminaux, de pouvoir prendre la main, de faire du training, de savoir où ils sont, etc. Moi, j'ai 2 fonctions qui me plaisent particulièrement là-dedans, qui sont le kiosquage du terminal, c'est-à-dire qu'on définit avec vous quels sont les paramètres auxquels on laisse accès. Si vous voulez interdire le Wi-Fi, interdire le Bluetooth, on peut les bloquer et l'utilisateur ne pourra pas les remettre. Et on définit la liste blanche des applications. Donc, il ne pourra pas avoir accès à autre chose que ce que l'on a défini. En termes de sécurité, c'est un pas de plus. Et l'autre fonction qui me plaît beaucoup, c'est le géofencing. C'est-à-dire que vous définissez une aire géographique
au-delà de laquelle le terminal va effacer ses données pour se mettre en sécurité s'il sort de cette zone. L'opérateur qui rentre chez lui, parce que nos terminaux sont tellement légers, ergonomiques, il l'a mis dans sa poche, il l'a oublié, avec du géofencing, il n'aura accès, il ne pourra pas faire joujou chez lui, et le terminal sera effacé. Donc ça, Johan et Fabien vous le détailleront. Et enfin, on collecte des données, on a de l'information, on est là pour vous aider à sortir toutes les informations métiers de ça et pour améliorer vos process et votre métier. Je parlais tout à l'heure des lignes de bus et de navettes d'Airbus Hélicoptère, par exemple. Ça permet de savoir où renforcer les lignes et où les lignes sont moins utilisées et on peut en supprimer. Donc voilà, ce genre de capacité, c'est des services que Copernic vous propose. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés au bout du bout du bout. De toute manière, comme on ne veut pas marcher, donc... voilà. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et si... Oui. Alors, sur les ASK, par exemple, sur les ASK, on a des ports SAM. Donc, vous pouvez être maître de rentrer vos clés. Alors, oui, actuellement, vous pouvez le faire vous-même avec le SDK. Demain matin, on peut avoir, enfin, après-demain matin, on peut avoir des configurateurs pour chaque projet qui vont permettre de gérer ça. Sinon, je vous propose des démonstrations à côté. Vous pourrez voir de visu ce que donne cette application. Merci Nathalie.